Merci. Donc, le déjeuner de ce mois-ci portera sur la méthanisation. Donc, pour rappel, les déjeuners, donc c'est voilà, pour, pour la bonne tenue du déjeuner, je vous demandais de vous renommer ainsi que de mettre le nom de votre structure. Je vous rappelle que ce déjeuner est enregistré, de bien couper vos micros. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à le mettre dans l'onglet discussion et nous pourrons y répondre à la fin du déjeuner. Donc, pour vous rappeler un petit peu les déjeuners, donc c'est une série de webinaires qui est réalisée donc en association entre l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie. Donc, nos trois missions donc, se sont associées pour mettre en place deux missions qui sont les réseaux générateurs et Géclair, donc, qui sont l'accompagnement pour les générateurs des projets d'énergie renouvelable électrique, donc éolien et photovoltaïque auprès des collectivités, et le réseau Géclair, donc c'est l'accompagnement des projets citoyens, donc, mais qui porte du coup sur l'ensemble des énergies renouvelables, donc éolien, photovoltaïque, biomasse, hydroélectricité et espérons-le méthanisation, qui est le sujet de notre déjeuner. Donc, pour détailler un petit peu le déroulé de ce déjeuner, donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste la méthanisation, avec le principe de fonctionnement ainsi que le mode de valorisation donc de, de ce qu'on peut faire avec. Faire un petit état de la filière en France et dans le Grand Est ainsi que son avenir. Le témoignage de Martial Martin, qui est à la fois président de Lorraine Énergie Renouvelable, mais qui également est le gestionnaire du site de méthanisation d'Aménoncourt, donc en Lorraine. Et suite à ce témoignage-là, on pourra avoir un temps d'échange sur un petit peu toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette filière. Donc la méthanisation, donc c'est pour résumer en gros, donc c'est l'utilisation de matières organiques pour produire de l'énergie, donc du gaz, de l'électricité ou de la chaleur. Ça permet donc de réduire la dépendance aux énergies fossiles parce que du coup, voilà, on va utiliser du méthane, donc qui est un gaz qui est qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on va utiliser ce méthane-là pour produire du biogaz qui peut venir justement en remplacement du gaz fossile dans les réseaux de gaz. Et donc, du coup, ça permet voilà, de capter ce gaz-là qui est très émissif en gaz à effet de serre pour justement produire de l'énergie grâce à ça. Donc, c'est l'énergie qui est locale, qui est produite voilà, par les acteurs, principalement par les agriculteurs du territoire, et qui peut permettre de réduire voilà, la dépendance aux énergies fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc le principe de fonctionnement, donc c'est que on va faire entrer donc des matières organiques dans un espace donc clos, donc en absence d'oxygène. Donc c'est le principe, c'est anaérobie. Et lorsque l'on augmente la température à un peu plus enfin autour de 40 degrés, donc les bactéries vont transformer une partie de la matière organique en biogaz et produire également du digestat. Donc aujourd'hui, les matières organiques sont composées principalement d'effluents d'élevage, donc voilà les déjections animales par exemple, et par soit des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc des cultures dédiées justement à alimenter des méthaniseurs, ou alors des résidus de culture, des cultures.
Et donc, du coup, le biogaz peut ensuite être valorisé de différentes manières, donc soit en produisant du biométhane, donc, qui va venir s'insérer dans les réseaux de gaz urbains, donc, qui permet de réduire du coup la dépendance au gaz naturel, donc, qui est principalement importé. On peut également faire de la cogénération, donc ça veut dire qu'on va brûler le biogaz pour produire de la chaleur et, et produire également de l'électricité. Donc l'électricité, lui, pourra être revendue sur le réseau et la chaleur pourra être utilisée soit par les agriculteurs dans leur exploitation ou alors intégrer un réseau de chaleur, s'il y en a un qui est à proximité. Et dans les utilisations futures, on pourra également utiliser ce biogaz en tant que carburant. Donc, avec les véhicules aujourd'hui qui fonctionnent avec du gaz naturel, donc du GNV. Et donc, du coup, ce biogaz-là pourrait être utilisé justement également en tant que carburant pour ces voitures-là. Et le digestat pourra être réutilisé en tant que fertilisant pour les cultures, donc permettant de se passer des engrais de synthèse. Donc voilà, maintenant que j'ai présenté un petit peu ce qui est le principe de la méthanisation, je peux vous faire un petit état de la filière. Donc en France, ça représente un peu plus de 1300 unités qui sont en fonctionnement en 2020, enfin le 1er janvier 2023. Ça représentait 11 TWh en 2021. Aujourd'hui, en 2023, on est plutôt à 14 TWh, dont 7 TWh qui vient du biogaz. Donc là, les pourcentages que je vous ai donnés, donc c'était en 2021, donc ils ont un petit peu changé en 2023. Et donc du coup, la tendance, c'est celle du graphique que je vous ai montré. Donc on voit que l'injection depuis 3-4 ans, on va dire, augmente fortement. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 50% de pourcentage de biogaz et d'injection dans les... Voilà, c'est plutôt l'injection qui est plébiscitée aujourd'hui pour les méthaniseurs. Donc en Grand Est, c'est presque 300 unités de méthanisation en 2023. On est la première région en termes de production de biogaz, avec plus de 1600 gigawattheures en injection, donc en gaz, et à peu près 600 gigawattheures à la fois pour la production de chaleur et pour la production d'électricité. Ça représente 6% de la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en Grand Est. Et donc, c'est la filière aujourd'hui la plus dynamique, avec juste sur l'année dernière une augmentation de 31% de la production juste sur les territoires en Grand Est. Donc, pour vous faire une petite idée de la filière, donc on est sur voilà, entre 20 et 40 installations d'unités de méthanisation par département. Il y a juste dans le Haut-Rhin où il y a un peu moins dans le Haut-Rhin où il y a un petit peu moins d'installations. Et donc, vous voyez que c'est principalement quand même des installations donc, tenues par des agriculteurs, donc à la ferme. Euh, et donc, Et donc là, vous avez ensuite la production. Donc, c'est pas forcément le territoire sur lequel il y a le plus d'installations qui produit le plus. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt en Moselle où la production est la plus importante. Voilà l'état de la filière en Grand Est. Et pour l'avenir de la filière, donc il faut savoir que la filière enfin, des énergies renouvelables et son développement des énergies renouvelables est planifié par la PPE,
programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, vous voyez ici que, donc, comme je vous ai dit, il y a 3 types de valorisation. Donc, il y a les réseaux de chaleur, donc qui ici, voilà, un objectif qui était à 2023 de 24. Le biogaz, donc avec un objectif qui était fixé à 6. Et l'électricité à partir de méthanisation, on était à 270 MWh d'objectifs. Donc, on était, ça, c'était les objectifs en 2023. Donc, on était au-dessus des objectifs pour la partie biogaz. Donc, c'est, voilà. Donc, l'objectif était, voilà, on était au-delà des objectifs en 2023. Et donc, l'État espère plus que doubler la partie de biogaz injecté dans les réseaux dans les 5 ans à venir. Et donc, pour le Grand Est, donc là, du coup, c'est le SRADET qui définit le développement des énergies renouvelables. Donc lui, par contre, il ne prend en compte que le biogaz, donc la cogénération ne figure pas dans les filières qui sont indiquées dans le cadre du SRADET. Donc en 2021, on prévoyait de faire voilà, 1644 TWh, donc gigawattheures, pardon. Oui, c'est ça. Donc comme je vous ai montré un peu plus haut, donc en 2023, on était à 1600, donc un petit peu au-delà de l'objectif de 2021. Et donc voilà, on prévoit d'augmenter de manière significative la production avec 3600 donc dans les 3 ans à venir, 5000 TWh en 2030 et 27 000 TWh en 2050. Donc après, le coefficient multiplicateur, il ne faut pas trop s'y fier parce qu'on part de très loin aussi. Donc c'est pour ça que le taux multiplicateur semble important. Mais voilà, plus on part d'en bas, plus le taux multiplicateur forcément voilà, progresse. Voilà. Bonjour. Bonjour à toi. Et tu tombes bien parce que justement, je viens de terminer ma partie. Et donc là, du coup, je vais voilà, te laisser la parole. Donc, du coup, Martial Martin va nous présenter le site d'Aménoncourt. Et ensuite, on pourra évoquer justement à différents points avec lui. Donc, est-ce que je te laisse prendre la main et te présenter? Martial Martin? Oui, bonjour. Allô, vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Martial, je suis conseiller municipal dans une petite commune en Meurthe-et-Moselle. Et je suis aussi le président de Lorraine Énergie Renouvelable depuis 4 ans. Et je l'ai été aussi au début, en 2005. Donc, alors le projet d'Ameloncourt à l'époque, c'était une réflexion qu'on avait en tant que conseiller municipal sur le devenir de de notre village, savoir ce qu'on allait devenir dans les 20-30 ans à venir. Et comme on subissait de plein feu aussi la désertification, on voulait aussi travailler sur l'attractivité de la commune. Donc, on a essayé de faire une démarche prospective sur les 20-25 ans qui allaient venir. Et l'idée d'avoir un système de chauffage collectif au niveau de la commune s'est révélé être quelque chose de positif dans le sens où on allait gérer plusieurs soucis en fait. L'attractivité du village par rapport à l'attrait des coûts moindres sur le chauffage, l'utilisation au mieux de notre forêt et la création d'une méthanisation avec plusieurs agriculteurs qui, voilà quoi. Et donc l'idée a germé, c'est la commune qui a pris l'initiative de faire l'étude de faisabilité. On a fait l'étude de faisabilité, on a travaillé sur le dossier, on a après associé différents agriculteurs.
Il y a quatre, il y a six agriculteurs. On a essayé de les associer de façon à, à avoir le maximum avoir le maximum de matières premières. L'objectif étant de travailler avec des produits, enfin, avec de la matière première qui viennent à moins de 5 km, quoi. Donc, on a en gros la plupart du fumier vient des logettes et des stabules qui sont sur les fermes des agriculteurs. Il y en a plusieurs, hein, et ils sont à moins de 2 km. Hein. Donc, il y a donc, ça permet d'avoir 85%, 90 d'entrants en matière organique. Donc, l'idée aussi, c'est que, comme la plupart, ce sont des éleveurs, eux, ils sont un peu réticents, ils sont réticents à mettre du maïs dans la méthane. On en met quand même un peu. On met du maïs, pas énormément, mais on en met, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, c'est de la matière méthanogène, et on met aussi de l'herbe. Donc, quand il y a des coupes d'herbe, il y a des fois une coupe, c'est rare, mais des fois c'est deux, voire trois coupes d'herbe. Et puis, ils font aussi des cultures dérobées. Ça fonctionne plus ou moins. C'est pas si merveilleux que ça. Ça apporte des compléments dans le traitement, mais voilà, quoi. Donc, sinon, le projet, on a mis un an à réfléchir, en gros, à sa structuration au niveau financier, savoir le coût que ça allait. Bon, c'est sûr que pour une commune que la nôtre qui fait 81 habitants, on avait un budget en gros d'1 million et quelques, rien que pour le réseau de chaleur. Euh, et on avait aussi 4,5 millions pour la partie méthanisation qui était de l'ordre, c'était pour les agriculteurs qui ont créé à part une SAS. Voilà. Et donc, il a fallu qu'on recherche les financements, les voies de financement pour pouvoir financer ce projet. Donc, on a eu en gros 8 financeurs, plus de 8 financeurs, qui nous ont permis d'avoir un taux de subvention de plus de 80%. Donc, on a été limité à 70% parce qu'on avait pris du leader, enfin, du FEDER plutôt que du FEDER, mais on a eu les C2E qui ont permis d'aller jusqu'à 80%. Donc, ce qui était objectif dans la démarche, c'est qu'à l'époque, on a fait ça pour le financement de la méthanisation. Les agriculteurs, de toute manière, ils étaient obligés de faire ce qu'on appelle le plan nitrate. Donc, ils devaient faire de toute manière des réserves pour stocker 6 mois de fumier. Donc, ils auraient dû faire des investissements en nom propre, sans subvention. Et là, le montant des dépenses qu'ils auraient dû faire correspondait à la prise qu'ils ont eue dans la SAS qu'ils ont montée, quoi. Donc, c'était pour eux, je n'ai pas une opération blanche, mais c'était un investissement qui était plus objectif de ce côté-là, en fait. Voilà. Sinon, dès le départ, on a structuré notre projet sur deux paramètres. D'avoir un prix constant sur 20 ans. Donc, on a un prix constant sur 20 ans sur la chaleur. Donc, c'est 4 centimes 4 centimes. On a 4 centimes du kilowatt. Et on a une part fixe. Une part fixe qui, en gros, finance une partie du reste à charge de la, de la fabrication du réseau, enfin du réseau en lui-même, quoi. Voilà. Alors, c'est sûr qu'au début, on nous a pris pour des loudingues, hein, par rapport au montant qu'on avait, mais in fine, aujourd'hui, on est dans la norme, hein, et aujourd'hui, les habitants, bah, ils sont bien contents d'avoir ce réseau de chaleur, hein. Surtout que depuis 6 ans, ça a quand même pas mal évolué, quoi. Donc, de l'autre côté, on n'utilise plus du tout une goutte de fuel pour se chauffer. Il n'y a plus de chaudière au fuel. Il y a encore du bois, mais de moins en moins. Ceux qui ont du bois, bah, c'est ceux qui ont des forêts et qui coupent du bois. Ou comme tout à chacun, on a toujours des petits fourneaux dans lesquels on aime bien mettre 2, 3 bûches, mais bon, on consomme de moins en moins de bois, quoi. Donc, voilà. Donc,
Donc aujourd'hui, le projet, il est en équilibre, ça tient la route, hein. Les perspectives qu'on avait mis en place correspondent à ce qu'on avait prévu. Euh, bon, ça tient surtout du fait que dans la commune, c'est nous qui gérons le réseau de chaleur. C'est-à-dire il y a 3 personnes. Il y a le premier adjoint, une personne qui est en retraite, qui tous les jours vont à la méta, qui la regarde. Si demain on aurait dû faire ça avec un opérateur type IDEX ou Delkia, je ne pense pas qu'on aurait eu ces coûts à 4 centimes du watt crête. Je pense qu'il fallu rajouter 3-4 centimes au watt crête, au kilowattheure. Vapeur. Bah, sinon, en moyenne, un réseau de chaleur, c'est entre 10 et 15 centimes. En gros, 10 et 15 centimes du kilowatt. Voilà. Bon, si vous avez des questions, je suis disposé à vous y répondre, hein. Oui. Bonjour Martial, oui, j'ai une question. Salut Cyprien, ça va? Je voulais déjà savoir comment étaient réparties les sources d'énergie pour ton réseau de chaleur là. Vous utilisez de la biomasse et puis à la fois du biogaz, c'est ça, pour chauffer Oui. le En réseau? fait, on n'utilise pas du biogaz, on utilise la chaleur qui est générée par les moteurs. Donc, on a un réseau hydraulique, hein, qui vient en fait, on récupère l'eau de réfrigération des moteurs, en fait. Donc, en gros, je dirais là, j'ai plus les chiffres en tête, mais en proportion, je crois qu'on est à 70-80% avec la méthanisation et le reste avec la plaquette forestière. Et, on essaie d'optimiser en fait l'utilisation de la méthanisation parce que au départ, c'est 2 projets différents et le maître d'œuvre de la méthanisation qui est Agricon, pour pas les nommer, n'ont jamais voulu nous donner les éléments techniques pour qu'on puisse avoir une supervision et du contrôle-commande sur leur système. Ça veut dire qu'en fait, on chauffe à ballon, mais on n'arrive pas à réguler avec leur système, quoi. C'est pas optimum, mais bon, on fait avec, quoi. Et puis j'avais une seconde question, merci. La méthanisation, l'unité de méthanisation est-elle raccordée au réseau Oui, dans ce cas-là? elle est raccordée au réseau à 500 kilos. D'accord. Donc en fait, effectivement, vous utilisez que la chaleur induite par le méthaniseur pour chauffer C'est le ça. réseau. Chaleur, Oh, d'accord. c'est ça. Le gaz, le reste est essentiellement, enfin l'essentiel du gaz produit est Et transformant, revend chauffé. et transformant l'électricité qui va sur le réseau 20 000. Donc il y a de la cogénération en plus. C'est que de la cogénération, nous, on n'injecte pas, en fait, hein. Ah d'accord. Ok. Voilà. Donc tout le gaz est brûlé pour faire de la cogénération, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Tout le gaz est brûlé pour faire de la cogénération. Et donc du coup, parce qu'au niveau du financement, donc vous avez reçu de l'argent, donc à la fois pour financer la partie méthaniseur, mais également créer le réseau de chauffage, enfin le réseau de Alors, chaleur. Il n'existait pas avant? moi, je ne me suis pas occupé de la météo. Une fois qu'on a fait une fois qu'on a réussi à avoir tous les agriculteurs, ils ont créé leur SAS. Et à ce moment-là, eux, ils se sont débrouillés à gérer leur domaine. On avait été chercher 21% de subvention pour la méthanisation. Ouais, c'était 21 ou 22%. Donc, on avait présenté le projet comme c'était un projet global, un projet de territoire. Donc, on avait tout mis en même temps. Et eux, ils ont géré la partie financière concernant leur entité, qui était la SAS Méta Énergie. Et nous, on a géré notre partie, qui était les réseaux de chaleur et l'enfouissement des réseaux. Parce qu'on en a profité pour faire l'enfouissement des réseaux secs en partie. Et tout a été financé en gros à 80%. Avant, non, il n'y avait pas de réseau de chaleur, hein. Je crois qu'on a un des premiers villages de cette taille-là en France à avoir raccordé toute la commune, hein, parce qu'on a raccordé tous les habitants. On n'a pas raccordé que les bâtiments publics. Donc, on est parti du principe que tout le monde avait. On a fait en sorte que tout le monde soit raccordé, quoi. Et ceux qui ne le sont pas, c'est des gens qui avaient des maisons secondaires, qui venaient de temps en temps, ou qui n'avaient pas de réseau hydraulique en interne. Voilà. Alors, quand je parle des réseaux hydrauliques, c'est des réacteurs avec une pompe de circulation, quoi. D'accord. Et donc tu parlais que vous étiez qu'il y avait 6 agriculteurs donc qui alimentaient l'unité de méthanisation. Est-ce que du coup le trafic routier du coup il y a combien de camions Il n'y a qui pas de rentrent camion. sur le
il y a pas de camion, c'est les agriculteurs qui viennent tous les jours emmener le fumier qu'on a besoin, quoi. Il Alors, l'amène par alors, tracteur? oui, mais alors, qu'on rationalise les choses, hein. Les agriculteurs, de toute manière, le fumier qu'ils avaient, ils le mettaient sur des plateformes, hein. Donc, ils roulaient quand même toute la journée avec leurs effluents d'élevage, hein. Donc, il n'y a pas d'impact. Après, c'est 63 tonnes. 63 tonnes, c'est 3 bennes, 4 bennes, hein. 4 bennes, dans une journée, c'est que dalle, quoi. C'est pas ça qui Donc, va il n'y a impacter. pas eu d'augmentation du trafic suite à ça, en fait. 4 bennes, dans les villages comme nous, 4 bennes par jour, c'est pas un trafic, hein. À la campagne. Et les pendre, ils sont obligés de les pendre. Donc, qu'ils aient ou pas de digesteur, enfin, qu'il y ait ou pas de méthanisation, il fallait qu'ils les pendent. Donc, de toute manière, là, ça revient au même. Donc là, c'est parce que aussi le fait que l'ensemble des agriculteurs sont à moins de 5 km aussi du site, c'est Bah, principalement nous, grâce à ça. le projet dès le départ, c'est un projet de territoire. Donc, ça veut dire qu'on on voulait pas on voulait utiliser ce qu'il y avait sur le territoire pour mettre dedans, quoi. Il n'y avait pas d'importation de matières premières. Le plus loin, il habite à 2 km, hein, et lui, sa femme est à 2 km, mais ses champs, il y en a partout, quoi. Il y en a à côté de chez nous, enfin, il y en a sur un rayon de 5 km, quoi. Parce que bon, il faut bien comprendre aussi que les agriculteurs, ils n'ont pas tout leur finage au même endroit, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, ça va pour certains à 10-15 km, hein. Donc, du coup, on peut commencer à prendre quelques questions. Donc là, il y a une question notamment au niveau des intrants, donc en disant que ce ne sont pas tous des effluents. Donc, je sais que tu as parlé qu'il y avait un peu de maïs dedans, Oui, de il y a du maïs, oui. l'herbe. Il y a du maïs, il y a des cultures dérobées. Là, l'hiver, quand ils ont fini de cultiver, ils mettent un couvert végétal. Ils mettent des couverts végétales. Et bon, est-ce que. Est-ce Voilà, que quoi. tu connais le pourcentage à peu près partie Là, effluent, bah, les partie filandéas, c'est plus de maïs? 85%. Le D'accord. maïs, bon, c'est 10-15%. Et puis le reste, c'est de l'herbe. De l'herbe. Ouais. Mhm. Et c'est Stéphanie Poirier, c'est ça, qui a posé cette question-là et demandé également quels étaient les associés de la SAS. Est-ce qu'il n'y a que les agriculteurs dedans? Il n'y a que les agriculteurs. Ils n'ont pas voulu. Au départ, au début, on avait parlé de faire des financements participatifs. C'était le tout des balbutiements. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce ils étaient pas chauds pour le faire. C'était pas encore dans l'état d'esprit. Pourtant, nous, on avait fait le parc éolien en 2005, où il y avait la première participation en France sur un projet éolien. C'était la première fois qu'en France, on faisait ça, quoi. Mais ils n'étaient pas chauds. En fait, ils avaient peur que les gens qui allaient investir dedans soient intrusifs dans leurs décisions. Ce qui était complètement faux, mais bon, c'était une peur. Bon, voilà, quoi. Ils ne voulaient pas avoir, ils avaient peur des écologistes, de ceci, de cela. Ils ne voulaient pas ça, ils voulaient pas. En fait, il y a pas eu il y avait pas eu d'échange là-dessus. J'aurais eu le Géclair à l'époque, j'aurais eu le Géclair à l'époque, si, à cette époque-là, ça aurait été bien, quoi. Mais ça n'existait pas. Quel projet a été fait en quelle année? 2011, 2012, on a commencé le projet. Et est-ce que justement les habitants ont été consultés en amont? Les habitants, Ouais. bah oui, il a bien fallu les convaincre, hein. Au début, ils étaient sceptiques, hein. Si on a fait deux, trois réunions, c'est LER qui a fait les réunions. Bah, c'est LER c'est Vincent qui avait fait à l'époque les premiers relevés, les premières études pour s'amuser. Puis après, on est parti là-dessus, quoi. Bon, Vincent était bien connu sur le territoire, donc ça a permis aussi de faire comprendre les choses. En fait, ce qui faisait peur, c'était le coût, en fait. Ils avaient peur qu'on ne soit pas capable d'aller sur le coût qu'on avait prévu, quoi. Et après 12 ans d'exploitation, ils en sont très contents, du coup. Ah bah aujourd'hui, il y en a plus un seul qui dirait non, quoi. D'accord. Donc il y avait une autre question aussi un peu plus haut, mais ça c'était plutôt pour moi. Donc dans les graphiques, il y avait une partie chaleur non commercialisée. Donc en fait, c'est pas de l'énergie perdue, c'est juste que la chaleur peut être utilisée soit dans un réseau de chaleur comme c'est fait dans ce cadre-là, mais peut également être utilisée par les agriculteurs pour voilà, des installations, enfin pour leurs activités.
Donc, pour faire chauffer le foin, ce genre de choses, par exemple. Donc, Oui. la chaleur non commercialisée peut être réutilisée voilà, par les agriculteurs sans forcément qu'elle soit perdue. Donc, ça, c'était sur les graphiques que j'avais indiqué un peu avant que tu arrives. Bah, nous, on a essayé de chercher des solutions. On leur a fait aussi on a fabriqué aussi un séchoir communal. On a un séchoir à l'intérieur du système. C'est-à-dire ils peuvent l'utiliser pour sécher dans les périodes hors de chauffe. Ils ne l'utilisent pas, donc c'est un peu dommage parce que là, il y a des opportunités économiques, hein. Bon, je connais d'autres personnes qui ont des méthanisation, ils ont aussi des soucis pour utiliser leur vapeur, enfin leur chaleur entre eux, quoi. Alors, il faut quand même se rendre compte ce qu'il faut savoir que sur un méthaniseur où on a de la cogénération, le coût de réfrigération, enfin de réfrigération du circuit primaire qui réfrigère les moteurs, donc ça passe par les aéros qui sont alimentés électriquement, et c'est l'électricité qui est produite par les moteurs, donc c'est l'électricité qu'ils ne vendent pas à EDF obligation d'achat, donc c'est celle qui a une valeur importante, et donc c'est un coût exorbitant, quoi. C'est-à-dire que utiliser la chaleur d'un méthaniseur, c'est économiquement rentable pour eux parce que ça leur fait des coûts en moins en termes électriques. Et les coûts sont énormes, quoi. Et ça, les gens ne le savent pas, ça, ou très peu. Et donc, Donc, nous, le fait d'utiliser leur vapeur ou leur chaleur, ça leur évite de réfrigérer, même en hiver. donc, il y avait une autre question. Est-ce que le digestat est utilisé comme fertilisant par les agriculteurs? Bah, ils n'ont pas le choix, hein. C'est la loi qui les oblige, hein. Et est-ce que Alors, à savoir que quand vous faites un projet de méthanisation, dans le projet de méthanisation, il est obligatoire de faire ce qu'on appelle un plan d'épandage, hein. C'est lié à un plan d'épandage, hein. Donc, on vérifie que le finage peut absorber les quantités de ce qu'ils vont produire. Normal. Et c'est pour ça que le souci qu'il y a, c'est que quand vous faites rentrer des entrants extérieurs aux fermes qui sont existantes, ça veut dire que vous ramenez des entrants, quoi. Et ça peut poser problème. C'est-à-dire que là, on utilise uniquement ce qui est produit sur le territoire. et est-ce qu'on a une idée de la qualité des fertilisants justement qui sont utilisés? Alors là, bah, de toute façon, ils font tous les mois des prélèvements, mais après, là, je ne pourrais pas vous répondre. Bah, ce que je sais, c'est qu'il faut une économie d'échelle par rapport à l'azote, par rapport à l'azote, oui, ça c'est sûr. Nous, on a aussi prévu, au lieu de faire 6 mois, on a prévu 9 mois de stockage, plus de 9 mois de stockage, ce qui va au-delà de la réglementation. Et on a ce qu'on appelle aussi un système pour séparer les liquides et les solides. On appelle ça un système de centrifugation pour avoir des matières solides et des matières liquides. Très bien. Donc du coup, il n'y a pas d'autres questions. Qualité, entrée initiale, fumier. Alors peut-être que Olivier, si tu peux peut-être prendre la parole. Il y avait l'âge sur les exploitants. Mais bon. Ouais, Alors, vous voulez savoir quoi sur les exploitants? Ben, parce que sous quelle forme ils sont, enfin, l'âge des exploitants, parce que on sait qu'on a de plus en plus de difficultés à Ah bah, renouveler les exploitants. On est sur des projets à long terme, à 20-25 ans à minima. Et il faut être sûr de la quantité de la pérennité de l'entrant au sein de la méta, sinon le modèle économique, il perdure pas. Donc, je oui, voulais oui, savoir si ces je comprends. exploitations-là, elles allaient encore vivre à minima 15 ans. Si c'était pas le cas, est-ce que réabsorption des activités des autres exploitants par les exploitants actuels? Voilà, parce que du coup, ça remet en cause le cas échéant le modèle économique du projet. Alors, là, comme je dis au départ, nous, on a fait une étude, enfin, entre nous, on s'est fait une étude prospective. Et un des points, c'était de, de consolider la reprise des exploitations par les enfants des agriculteurs. Et là, ça tombait bien, on avait sur 3 fermes, il y avait 3 enfants. Et il fallait que les fermes soient rentables, quoi.
Et l'énergie, ça rentabilise les fermes. Ça rentabilise énormément les fermes. Et le fait d'avoir mis ça, ça a permis de consolider leur trésorerie. Surtout que là, là on rentre le digestat, enfin, tout ce qui est gestion des effluents d'élevage, il est géré dans une comptabilité qui ne l'était pas avant, en fait. En fait, c'est la structure de la méthanisation qui finance l'apport de fumier et qui finance l'épandage, ce qui n'était pas fait avant. Ça veut dire, même s'ils ont pas même s'ils ont des coûts d'exploitation qui explosent au niveau de la méthanisation, en fait, c'est des coûts qui n'étaient pas pris en compte avant dans leur comptabilité. Et ça, c'est hyper important, quoi. En fait, pour eux, c'est une économie d'échelle qui est pas anodine, quoi. Et puis, comme vous le savez aujourd'hui, hein, l'énergie, que ce soit la méthanisation ou la mise en place de panneaux photovoltaïques sur leur hangar, va leur permettre d'avoir pour la plupart d'entre eux, de garantir de leur retraite, en fait. Quand vous regardez sur un panneau sur un toit qui fait 1000 mètres carrés, ça va leur apporter 40 000 euros par an au bout de 6 ans, au bout de 7-8 ans, quoi, une fois que c'est rentabilisé, quoi. Donc les jeunes qui s'installent, ils ont 20-30 ans, ils sont sûrs d'avoir une retraite, quoi. C'est ça l'avantage. Et j'en parle à connaissance de cause parce que c'est devenu mon métier, donc je sais de quoi je parle. Ouais, je connais un peu aussi parce que j'ai été une des premières à financer les méthanisations sur le département des Vosges en 2007. Ah Donc, ouais. je sais aussi les modèles, les business plans qu'il faut mettre derrière, etc., les apports, et c'est viable parce qu'il y a eu 80% de subventions derrière. Donc, Ah attention non, 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 aussi à non, la non, non, façon non, non, dont non, c'est non, 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 présent. non, Ah, non. si, si. Il On n'y a pourra en pas eu, débattre après, c'est parce que il y a, c'est pas il le y a lieu du pas eu déjeuner, 80% mais de voilà. subventions. Il n'y a pas eu 80% de subventions sur la méthanisation, hein. Il y a eu 22% de subventions. Attention. Ce qu'il y a eu, les 80% de subventions, ils ont été lieux sous le réseau de chaleur, uniquement. Ah ben c'est pas. Alors, je suis désolée, j'ai pas compris ça tout à l'heure quand vous avez exposé le Ah projet. bah, 80% de subventions sur la méthanisation, tout le monde en fait, hein. Il y a Claude Donc, Pierre, il y a que Claude Pierre qui a eu beaucoup de subventions sur la première qu'il a faite, enfin sur la deuxième qu'il a faite. Ça va être Claude Pierre qui est à Mini-Ville. Mais ouais. le modèle économique aujourd'hui, c'est entre 22 et 18%. Enfin, maintenant, il y en a moins. Mais à l'époque, nous, on a réussi donc, on a réussi à avoir une subvention de 22% parce qu'on a fait un projet de territoire et dans lequel on expliquait pourquoi on mettait une méthanisation. On ne la mettait pas pour faire l'énergie, on la mettait déjà pour ce qu'on a débattu tout à l'heure par rapport aux jeunes exploitants pour qu'ils puissent consolider leur activité. On l'a mis aussi pour mieux gérer les effluents d'élevage, ça c'est sûr. Et puis le fait qu'on utilise tout ce qui était sur le territoire et non pas des importations comme on fait aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Allô? Ouais. Oui, 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 mais je voulais pas intervenir, je vous laisse. Ah, d'accord, ok. Mais bon, après, nous, le projet, à notre niveau, hein, on pense qu'il est vertueux, quoi, hein. Il est vertueux. Je vous donne un exemple, par exemple, pour le bois. Le bois, la commune a 20 hectares de forêt. Les 20 hectares de forêt, qui est-ce qui faisait du bois pas cher? Bah, des gens comme moi qui étaient un peu valides, on pouvait faire du bois. On n'avait pas cher de bois. Mais les autres citoyens, ils ne pouvaient pas le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une distorsion une distorsion vis-à-vis de la population par rapport à l'accès au bois, quoi. Là, aujourd'hui, le bois, on sort le bois, on le broie. Les agriculteurs, ils nous donnent un coup de main, ils récupèrent les plaquettes, ils les emmènent là-bas. Et aujourd'hui, tout le monde utilise le bois à la même hauteur, quoi. On ne fait plus de bois d'affouage. On broie le bois, toutes les branches, on les broie, enfin une partie des branches, pas toutes, hein. Une partie, et on le broie là-dedans. Bon, voilà. Et donc là, il y a une certaine équité, quoi, dans le système. Et puis l'avantage, c'est qu'on utilise tout ce qui est sous le territoire pour nous chauffer. Et bientôt, pour produire de l'énergie, du soleil. Donc, il est Donc, il y a de la midi. biomasse qui est issue. Vous êtes en réseau bois énergie, donc de Ouais, la bois biomasse. énergie. Ouais. Les chaudières de secours, c'est du bois. Ils voulaient nous Les mettre du choses. gaz. Ils voulaient nous mettre du Ouais. gaz ou du fioul. Je leur ai dit, attendez, on fait un truc vertueux. On met du fioul, on met du bois. Bah, il me dit, oh, le bois, ça marche pas. Bah, vous rigolez, quoi. Le bois, ça marche, hein. On met deux chaudières bois, une de 100 kg, une de 300 kg, ça marche, hein. On les met en Combien? cascade. J'ai pas entendu. On met une chaudière de 100 kg et de 300 kg. Et on Donc les ça, met en cascade. c'est vos chaudières de sauvegarde. Au Ah, cas de où secours, oui, il y a au une cas où. défaillance de secours, C'est au cas ça. où il y a une défaillance sur le réseau. C'est ça. Et puis, elle a dit aux gens de Ok. garder leur système de chauffage qu'ils avaient avant, hein. Ils ont tous des fourneaux de bois, des cuisinières, ils ont tous ça. On leur a dit de ne pas les foutre en l'air. On ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. On a bien vu que la tempête de 99, on était bien content d'avoir tous nos vieux fourneaux, hein. Il n'y a plus de Donc, courant, il n'y a plus de courant, quoi. alimenté par des plaquettes forestières issues de vos forêts Issu de nos communales. forêts, oui. Ah oui, communal, oui.
Non, non, c'est nos forêts communales. Bah, quand il y a eu le problème des scolytes, là, on avait tout un tas d'épicéas, on les a tous broyés, on les a mis dedans, quoi. Et vous avez une zone de stockage. Ah bah, les agriculteurs, ils nous prêtent une zone de stockage. Ouais. Là où on a fait on a une zone de stockage et bah, là où on a mis nos séchoirs, oui. On a, après, les agriculteurs, la convention qu'on a avec eux, ils nous gèrent l'apport des plaquettes dans la méta, enfin dans notre chaudière, quoi. C'est eux qui mettent, qui gèrent ça toute la journée, Oui, mais au cas où, tout le temps. elle n'a pas une utilisation journalière, la chaudière. Bah, la chaudière, Elle comptait. elle en relève. Si par exemple il fait -15, il n'y a pas assez s'il y a pas assez de chauffage, c'est elle qui reprend le relais. Et vous utilisez combien de plaquettes du coup sur votre réseau pour vos 80 habitants? 100 mètres cubes, un truc comme ça, 100 mètres cubes, ouais, 100 mètres cubes. Euh, il est déjà midi Pardon. 45. On avait prévu de terminer à 12h30. Donc, si vous voulez continuer les échanges, voilà, on peut vous laisser. Sinon, Euh, on fait visiter on l'a fait visiter cette installation. Enfin, la route des énergies renouvelables l'a fait visiter, si vous voulez, hein. Nous, donc, on a sur le territoire, il y a quatre systèmes comme ça, en fait. La première, c'est Claude Pierre qui l'a fait, mais à son échelle, à Miniville. La deuxième, c'est à Barba, chez Colin. Et l'autre, elle est faite, elle est AVO, pareil, chez un agriculteur. Donc, le modèle économique, il fonctionne bien. En plus, ils ont les mêmes coûts d'exploitation que nous, en fait, hein. On voit bien, hein. Ils sont à 4 centimes du kilowatt, du kilowatt, hein. Ils sont à 4 centimes, à des coûts sous le réseau de temps. Alors, les trois autres, c'est des trucs privés, quoi. Nous, c'est un truc communal. Mais on voit bien que le modèle, il fonctionne bien, quoi, le modèle. Et du c'est- coup, on va quand même plutôt conclure pour laisser aux gens d'aller d'aller prendre leur pause déjeuner. Ok, Euh, merci. donc, merci à toi pour ton intervention Pas de qui a souci. été très enrichissante. Donc, juste pour conclure, voilà, je vous donne quelques liens vers des ressources qui peuvent aider si jamais il y a des personnes parmi vous qui veulent avoir des informations concernant la méthanisation. Donc, il y a des webinaires, des manuels réglementaires qui ont été mis en place voilà, pour vous aider à faire vos projets. Donc, la charte d'énergie partagée aussi qui peut, voilà, qui pointe un petit peu des points pour augmenter un petit peu l'acceptabilité de certains projets. Donc, comme ça a été évoqué, il y a des aides financières de la région et de l'ADEME pour certains projets. Donc, voilà, celui dont on a parlé était à peu près de 20%, 21%, il me semble, sur la partie méthanisation. Et voilà, si vous voulez des informations un peu plus génériques sur la méthanisation, donc il y a sur le site de l'ADEME un guide la méthanisation en 10 questions et qui peut répondre un petit peu à voilà, aux questions génériques que vous pourriez avoir sur ça. Donc voilà, on va conclure. Donc vous pouvez retrouver donc au déjeuner sur notre petite chaîne YouTube où ce webinaire-là sera bientôt mis en ligne. Et le prochain déjeuner, donc il y a eu un petit changement par rapport donc à ce qui avait été annoncé le mois prochain, enfin le mois dernier, pardon. Donc en avril, on devait avoir un webinaire sur le solaire thermique, mais il a été décalé à septembre. Et donc du coup, voilà, le prochain déjeuner donc, portera sur les ombrières photovoltaïques. Et il sera animé par Audrey Petit d'Alter Alsace Énergie. Voilà, je vous remercie à tous et du coup, je vous souhaite un bon déjeuner. Merci pour l'organisation de ce webinaire et puis merci à Martial pour son intervention. Mm. Bon Merci appétit à à vous. tous.